Aujourd'hui, Mistoir, un Comorien résidant en France depuis bientôt 30 ans, a accepté de nous ouvrir les portes de son histoire. Il nous parle de son départ des Comores natales vers la France, en passant par la Guinée, à la recherche de la réussite. Votre magazine Zamanga vous propose Mistoir à la recherche du bonheur. C'est aujourd'hui. Je suis né à Midjindjini, c'est un village qui est à côté de Chindini, où mon père est né aussi à Chindini. Donc là, toute la famille, on a, disons, entre guillemets, émigré vers Chindini. À la fois ma mère, son père est de Chindini. Bon, je ne parle pas de mon père qui y est né. Tout petit, déjà Mistoir, vous alliez au champ. Disons des périodes extraordinaires parce que j'ai appris pas mal de choses, à la fois en allant aider mes parents au champ, mais en même temps, je fréquentais la mer, je faisais la pêche à la ligne. Donc, avec mon jeune âge, j'ai commencé quand même à connaître un petit peu comment commence la vie aux Comores. En quoi c'était utile que le petit Mistoir aille au champ? Ça m'a beaucoup apporté de toute façon parce que, mon père, lui, ne connaissait pas tellement la vie au champ. C'était ma mère qui y travaillait pour, bien entendu, subvenir aux besoins de la famille. Disons que ma mère était la charpente de la famille. Donc c'est elle qui labourait, c'est elle à qui tous les espoirs reposaient, parce qu'on est à la fois, bien entendu, une famille qui connaît un petit peu la mer, mais aussi les champs. Disons une famille modeste. Vous dites que vous alliez pêcher également. J'avais un cousin qui m'emmenait quand j'étais tout petit. Donc là, il m'amenait dans sa pirogue, on s'éloignait vers le large, au fin fond de la mer, pour pêcher les gros poissons, le thon, etc. Mais bon, disons que moi, je ne supportais pas tellement parce que, disons, je me sentais à l'époque, quand on est en haute mer et que tu vois la mer avec les vagues et tout, tu as le sentiment voilà, un petit peu d'être pris au piège, mais aussi, on dirait que tu as bu du vin. Donc là, j'avais le mal de mer, donc, mais je ne supportais pas. J'allais 2-3 fois, mais disons, ça n'a pas été vraiment concluant. Mais je continue toujours à faire la pêche, mais la pêche à la ligne aux abords des plages. À cette époque, l'école française était toute nouvelle aux Comores. Comment était-elle considérée? Disons qu'il y avait des familles qui étaient réticentes d'envoyer leurs enfants à l'école, disant que leur avenir, ça se situait au champ ou à la mer. Donc, beaucoup d'enfants à l'époque de mon âge ne fréquentaient pas l'école. Donc, il fallait vraiment une grande pédagogie pour que ces familles-là commencent à comprendre l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école. Très tôt, vous étiez déjà habitué aux travaux au champ et à la pêche. Vous ne deviez même pas penser à l'école, n'est-ce pas? Disons que, bon, l'initiative, même quand j'étais tout petit, c'est moi qui l'avais suggéré à mes parents, notamment mon père, qui a su aussi saisir l'occasion pour m'envoyer à l'école. Donc là, bon, l'intérêt pour moi était évident. Bon, disons qu'à l'époque, j'avais 6-7 ans. Donc, on était scolarisé de façon tardive, de toute façon, pendant la colonisation. D'ailleurs, ça se traduit sur le fait que dans nos actes de naissance, il y a toujours des dates vers 1959. Qu'est-ce qui pousse le petit Mistoir à réclamer de son père la permission d'aller à l'école? Sa conscience? Une conscience à 7 ans, on ne peut pas vraiment faire un jugement là-dessus, parce que c'était vraiment de manière spontanée.
lorsque j'avais demandé à mon père qu'il me fasse rentrer à l'école française. Hein. Bon, d'ailleurs, c'était un petit peu très difficile pour les enfants et pour aussi les familles qui pensaient que l'avenir de leurs enfants se situait soit avec la pêche ou plutôt au champ. Donc, un autre avenir se dessinait, c'est celui de fréquenter l'école française à l'époque. L'école était toute nouvelle. Comment convaincre les parents de son utilité? C'était trop difficile en réalité, mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont vite compris qu'il fallait que j'aille à l'école. Parce que d'autres n'ont pas eu cette chance-là, ils sont quand même restés illettrés, tout en continuant d'aller faire la pêche ou d'aller au champ, ce qui n'a pas été mon cas. Donc je suis convaincu ma famille qui m'a tout de suite mise à l'école française et apprendre. Comment vous êtes-vous pris vous-même pour annoncer à votre père que vous souhaitiez aller à l'école? Je me rappelle, je l'avais accompagné pour aller recueillir de l'eau. Parce que bon, disons que le problème de l'eau, c'est pas que ça se pose maintenant, ça se pose depuis. Hein. Donc là, au cours du chemin, je lui en ai parlé. Et puis voilà, il a saisi l'occasion pour finalement me scolariser. Quelle est la réaction de vos parents quand vous leur annoncez que vous souhaitez vous retirer du champ et de la mer? Car, nous sommes bien d'accord, c'était une main-d'œuvre en moins pour eux. Et ils vont perdre la main-d'œuvre, mais aussi, je pense que de notre côté, ils se disaient que, bon voilà, si mon fils intègre l'école, c'est peut-être son avenir, l'avenir de la famille, qui est en jeu. Donc il faudra qu'il puisse quand même commencer à apprendre, à évoluer, jusqu'à ce qu'il puisse obtenir des diplômes pour que demain, il pourra travailler pour le compte de la famille. Vous étiez déjà un vrai pro de la pédagogie. Non, à mon jeune âge, je ne pouvais pas expliquer des choses pédagogiques comme ça. Je t'ai dit que c'était pour moi, franchement, une question de chance. Que j'ai eu l'idée et l'a suggéré et qu'il a été mis tout de suite en pratique. Quelques années plus tard, le petit Mistoire est devenu grand et a même obtenu son premier diplôme d'entrée en 6e. Quelle était la réaction de la famille? À ce moment-là, c'était des moments de joie pour toutes les familles parce que, bon, déjà, tout le monde fêtait quand il y a un enfant qui réussit dans une famille. Surtout avoir l'entrée en 6e, c'était, je pense, un moment privilégié, un moment où tout le monde se réunit, toute la famille se réunit pour faire la fête, pour inviter les voisins, inviter tout le village même, tout le village entier était invité pour fêter, tuer des cabris. Il y a des familles qui tuent des cabris, des bœufs. Voilà, tout le monde prépare un gâteau chez lui. On ramène et puis la fête était d'une extrême gaieté. Donc voilà. À ce moment-là, vous partez pour le collège de Fumbuni, si je ne m'abuse. À l'époque, quand on réussit l'entrée en 6e, on part vers Moroni directement parce que c'est là où il y avait le seul lycée de l'archipel. Donc voilà, donc on entre en 6e au lycée de Moroni pour y rester. Parce que bon, il y avait les internes, il y avait les externes. Ceux qui habitaient si proches de Moroni, ils étaient externes. Nous qui venions des villages éloignés de la capitale, on était à l'internat. Vous alliez vous retrouver parmi les rares jeunes comoriens à être admis au lycée de Moroni en tant qu'interne. C'était un lycée qui était le seul d'ailleurs dans l'océan Indien, qui était très équipé. Il y avait des laboratoires de physique, de chimie, il y avait des bibliothèques partout. Donc on avait des surveillants partout qui nous surveillaient pour pouvoir bien étudier. Donc voilà, tout le monde bénéficiait des bourses. C'est pas comme maintenant. Hein, c'est pas comme maintenant que les familles doivent dépenser tout de leurs proches pour assurer l'éducation de leurs enfants. Des années se sont écoulées et vous réussissez à aller au bout du lycée
et vous souhaitez aller poursuivre des études supérieures à l'étranger. Pour partir, il faut avoir une bourse d'État pour partir à l'extérieur. Toutes les familles comoriennes fonctionnaient un petit peu comme ça. Donc maintenant, il y a eu quand même pas mal de conditions que nous avons posées au gouvernement de l'époque. Parce que là, déjà, pour bénéficier de la bourse, il y avait un service national qui a été introduit par le gouvernement Ali Soili d'abord, et puis qui a été repris finalement par Ahmed Abdallah. Donc, à la réussite du baccalauréat, il y a eu 2 semaines qui ont été organisées pour une formation pédagogique qui permettait aux élèves d'aller enseigner dans les collèges ruraux qui ont été créés par le défunt Ali Soili. Donc maintenant, on avait des revendications à faire. Il faut qu'on puisse nous inscrire à temps dans les universités, dans les pays étrangers, pour qu'on puisse commencer les études en même temps que tout le monde. Donc, bon, si tel est le cas, on pouvait éventuellement aller enseigner. Mais à l'époque, il y avait une certaine négligence, de telle sorte que tout étudiant comorien qui allait à l'extérieur, il commençait ses études toujours en retard, et les premières années étaient toujours des années qui ont été couronnées par des échecs. Pour partir, vous vous êtes permis de compter sur une participation financière de votre père. Après tout, il disposait d'un bétail qu'il pouvait vendre, n'est-ce pas? En fait, ce n'était pas une participation familiale, parce que ou tu as une bourse ou tu pars, donc c'est le gouvernement qui te prend en charge plutôt, ou tu n'as pas de bourse, c'est la famille qui se charge de t'envoyer à l'extérieur pour étudier. Donc, en ce qui concerne mon cas, comme moi, je n'ai pas accepté d'enseigner la première année, donc j'étais sanctionné. Je n'ai pas eu la bourse. Donc, il a fallu que je puisse discuter avec mon père pour qu'il accepte de vendre le bétail qu'il avait à l'époque, pour que je puisse partir à l'extérieur étudier. Et là, vous allez voir votre père, vous prenez votre courage à 2 mains. Au fond, vous savez que ça ne va pas être une mince affaire de le convaincre de sacrifier son bétail. Donc mon père, bon, il aimait tellement à Luanda qu'il ne pouvait pas m'accorder, bien entendu, cette faveur comme je le pressentais. Donc il a préféré faire son Hada avec les bœufs qu'il disposait, plutôt que de les vendre et m'envoyer à l'extérieur. Donc, bon, j'étais quand même, disons, un petit peu amer, mais je ne le tiens pas rigueur parce que finalement, il a tout fait pour que je puisse quand même me développer, connaître un petit peu des réussites par rapport aux autres enfants. Donc, il a quand même tenu son rôle de papa, finalement. Donc, votre père ne voulait pas vendre le bétail pour vous payer le billet. Mais il y avait une autre raison qui expliquait l'incertitude autour de ce voyage. Disons qu'à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale n'avait pas de pays, n'avait pas de relations diplomatiques avec un pays qui pouvait nous recevoir à l'époque. Donc c'était en l'occurrence Mro Djaye qui assurait l'éducation nationale. Donc un jour il était en voyage, il a rencontré le ministre guinéen de l'éducation. Dans un avion, ils ont établi tout de suite des relations qui nous ont permis de quitter les Comores et d'aller étudier en Guinée. La Guinée, c'était à l'époque de Sékou Touré, c'était un pays révolutionnaire, comme l'étaient les Comores au moment où Ali Soili a pris le pouvoir. Donc finalement, en octobre 81, on nous embarque. Nous étions au nombre de 20. C'était un grand moment d'incertitude. Oui, qui termine finalement. Oui, voilà, on nous embarque vers la Guinée. Le problème qu'il y a eu, c'est que tout n'a pas été fait pour favoriser notre voyage. Arrivé en Guinée. Non, on n'arrive pas en Guinée d'abord, on arrive en Côte d'Ivoire. Alors,
départ, vous m'avez dit quelle date? C'était octobre 81. Donc on arrive en Côte d'Ivoire. Pour pouvoir affréter un avion pour rejoindre la Guinée, le problème il se pose, on n'avait pas de visa d'entrée. Donc voilà, on était mobilisés, on était plutôt accueillis à l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire, où nous sommes restés pendant 10 jours. Donc à l'époque, c'était le téléx qui fonctionnait, on n'a pas les moyens de communication que nous avons maintenant. Donc là, le temps de faire des téléx, passant par le Mozambique, qui atterrit aux Comores pour essayer d'éclaircir la situation. Donc on est resté pendant 10 jours et finalement, au bout de 10 jours, nous avons pu atterrir en Guinée. À l'hôtel, voilà, on était accueillis à l'hôtel qui s'appelle le Bessia, qui se trouve directement à l'aéroport de Guinée, où finalement de l'hôtel, on a été acheminé vers l'université UPGANTSE, une université qui s'appelle Gamal Abdel Nasser. Comment se passe le séjour en Guinée? Disons que voilà, le peuple guinéen, c'est un peuple vraiment accueillant. Donc nous avons eu des étudiants qui sont venus nous accueillir avec une ambiance extraordinaire. Et puis voilà, à partir de ces étudiants, nous avons pu nous intégrer au campus de l'université. Bon, le problème qui s'est posé aussi, se posait le problème de bourse parce que les Comores ne pouvaient pas tout de suite acheminer nos bourses. Donc on a été pris en charge les premiers mois par le gouvernement guinéen. Ils nous ont octroyé une petite bourse qui nous a permis de vivre les premiers mois. Vous aviez où dormir et de quoi manger? De quoi vous plaignez-vous? On dormait au campus, il y avait des chambres, mais le problème qui se posait, donc c'était un petit peu comme le gouvernement de l'époque aux Comores. Donc on nous poussait à faire le ménage dans nos chambres, disons, essayer de nous responsabiliser déjà, parce que bon, nous on ne comprenait pas que c'était une façon de responsabiliser les étudiants. Donc on faisait nos manger, on faisait nos ménages, on arrangeait nos chambres et tout. Vous aviez le nécessaire en Guinée. Qu'est-ce qui changeait du lycée Saïd Mohamed Cheikh? Le contraste était là parce qu'au lycée de Moroni, nous étions des internes. On était pris en charge et tout, on nous lavait nos vêtements, on mangeait gratos, personne ne bougeait son petit doigt pour faire quelque chose. Donc quand on est allé en Guinée, voir que c'était vraiment le contraire de ce qu'on faisait au lycée de Moroni. Donc il y avait une révolution interne qui se manifestait pour quitter la Guinée. Donc on n'était pas du tout à l'aise. On n'était pas du tout à l'aise parce qu'au lycée on était tout gâtés. Alors qu'en Guinée on vient faire des travaux, là on se disait comme ça. Et pourtant, on entend ici et là des gens de votre promotion se plaindre que les Comores n'ont rien fait pour eux. Non, moi, je ne suis pas de cet avis, pour la simple raison que, disons, les choses comme ils sont, les Comores sont un petit pays. On était pris en charge par la France à l'époque, aux années 60-70. Hein, donc, on avait des bourses gratuites et tout. Hein. Bon, le Comores ne pouvait pas continuer le programme qui a été mis en place dans le lycée, finalement, parce que dès l'accession à l'indépendance, beaucoup de choses ont disparu. Donc, les privilèges qu'on avait à l'époque étaient vraiment terminés, finis. Donc, par contre, bon, on a, sur le plan de l'éducation, il y a eu des pays qui ont aidé les Comores en octroyant des bourses et tout. Donc, beaucoup d'étudiants comoriens étaient partis à l'étranger pour étudier. Et ils avaient tous des bourses comoriennes, même si on observait quand même pas mal de retard pour les recevoir. Donc maintenant, vraiment, il devrait y avoir un juste retour. Ceux qui ont fini leurs études avec succès, ils devraient quand même retourner pour aider notre pays à démarrer. Et donc, de ce point de vue-là, on ne voit pas ce mouvement qui devrait être mis en place.
2 ans plus tard, vous réussissez à entrer en France pour poursuivre des études universitaires. De la Guinée, j'arrive à Marseille. Donc Marseille, où j'avais quand même été confronté au problème d'inscription. Parce que vous savez, pour intégrer l'université française, quand on est étranger, il y a ce qu'on appelle la préinscription, qui se fait de février à mars. Donc moi, je suis arrivé au mois de juin 82. D'ailleurs, à l'époque-là, à cette époque, c'était la Coupe du Monde qui commençait en Allemagne. Donc, dire que je n'avais pas fait mon inscription, il a fallu faire l'inscription avec pas mal de difficultés. Donc, j'ai envoyé pas mal de courriers à l'ambassade de France au Comores pour qu'elle puisse m'aider. Heureusement, j'ai réussi à faire mon inscription à Aix-en-Provence à partir du coup de main, du coup de pouce de l'ambassade de France au Comores. Pourquoi choisir Lyon? Bon, à Lyon, bon, il a fallu aussi, parce que Marseille, à l'époque, il y avait trop d'ambiance. Donc, quand tu es étudiant là-bas, c'était trop difficile de concilier les études. Avec aussi la communauté comorienne. Tu te sens vraiment aux Comores avec tout ce qui se passait, les soirées, la fête et tout. Il fallait fuir un peu pour trouver un semblant de calme pour pouvoir poursuivre les études. Voilà, c'est pour cela que déjà j'ai voulu partir de Marseille et venir à Lyon m'installer. D'ailleurs, Lyon, c'est une grande ville universitaire. C'est pas que Marseille ne l'est pas. Mais à Marseille, il y a trop d'ambiance, trop de connaissances. Bon, voilà, on est sollicité par-ci, par-là, donc on n'avait pas le moment idéal pour pouvoir se concentrer aux études. Vous vous installez à Lyon. Qu'est-ce qui vous conduit à vous occuper d'activités associatives dans la communauté? Disons que la communauté comorienne s'est organisée autour d'une association qui s'appelait à l'époque ACL, Association des Comoriens de Lyon. Donc il est arrivé un moment que, disons, les activités dans cette association s'étaient essoufflées et qu'il a fallu pallier le manque. Maintenant, la communauté comorienne organise la fête nationale, la fête de l'indépendance, la fête du prophète Mohamed, le Maoulid, et quelques activités communautaires aussi. Seulement, à l'époque, disons que l'ACL baissait les bras. Donc il a fallu créer aussi une autre structure qui prend la relève de réorganiser tout cela et avancer. Qu'est-ce qui vous motive dans ces activités associatives? Le but, c'est pour pallier ce qui me manquait déjà, puisque la CL s'est essoufflée avec les activités dans la communauté. Et donc, il a fallu créer le cercle pour pallier à tout cela. Disons que je suis président, c'est le collectif d'entraide et de rassemblement des Comoriens de Lyon. Donc, on s'occupe d'organisation, comme je te l'ai dit, l'organisation de la fête nationale. Aussi, au sein du cercle, il y a pas mal d'associations qui ont adhéré et qu'à l'époque, on avait un local à gérer et chaque association y trouvait son compte. Maintenant, là où on organisait les grandes soirées de Torab, de bal et tout, ça s'appelait la RISE. Maintenant, la RISE, à Vanvelin, maintenant la RISE, ça n'existe plus. Et toutes les associations ont pris un recul. Donc, mais néanmoins, le cercle est toujours là en activité. Donc, on essaye de participer aux activités municipales pour dire à ces gens-là que nous existons toujours. Et aussi aider les Comoriens qui ont besoin pour les démarches administratives, remplir le papier, leur faire des courriers, etc., etc. En quoi pensez-vous que cet engagement est utile pour les Comoriens de la région? On se sent quand même utile parce que il y avait aussi à Vanvelin ce qu'on a appelé à l'époque l'ACV, Association de Comoriens de Vanvelin. On avait créé une structure qui apprenait à lire aux enfants et à écrire l'arabe. Comme vous savez, nous sommes un pays, disons, je peux dire bilingue, parce que dans l'administration comorienne, on utilise à la fois le français et l'arabe. Et donc, nous, on essaye d'apprendre aux jeunes à lire et à écrire l'arabe et à progresser dans cette langue.
Voilà, donc on se sent quand même utile, on a apporté pas mal de choses, on essaie de pérenniser la culture comorienne. Donc tout un chantier qu'il faut que les jeunes demain prennent la relève. Un événement malheureux survient, la mort de votre père. Comment réagissez-vous quand on vous donne l'information? Au fait, je n'avais pas l'information pour la simple raison que j'ai eu la chance d'être là au décès de mon père, au Comores en 1994, en septembre 1994, le 9 septembre pour être plus exact. Donc, comment vit-on une situation comme celle-là? comme un enfant, j'avais vraiment pris un choc. Un choc, pourquoi? Parce que mon père, il a tout fait pour moi, pour mes frères et sœurs, pour toute la famille aussi. Il était toujours présent. Malgré la pauvreté, il n'a jamais abandonné qui que ce soit dans la famille. Donc là, j'ai vraiment pleuré. Et de quelle façon? Je me suis retiré quelque part pour me cacher, pour que personne ne m'arrête. Pour pleurer, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, pour essayer de dégager le deuil qui m'a... Cela a dû changer quelque chose dans votre vie. Tout vraiment a basculé, parce que mon père, malgré tout ce que peut-être des gens racontaient, il a vraiment tout fait pour tout le monde dans la famille. Hein. Il était, comme je l'ai dit, il était tout le temps présent, il assumait ses responsabilités de père, malgré qu'il passait beaucoup de sa vie à s'imprégner dans le Yanda. Donc voilà, finalement, il nous a quittés en 1994. Si vous aviez pu lui dire quelque chose avant de s'en aller, que lui auriez-vous dit? Ah, lui dire merci. Lui dire merci, pourquoi? Parce que finalement, il a accepté de me scolariser. Tel que je suis en France, je vois dans la communauté comorienne beaucoup de nos compatriotes demandent de l'aide administrative, qu'on leur remplisse des papiers, qu'on leur fasse des lettres. Moi, je n'ai pas ce besoin-là. Je le fais par moi-même. Donc, et du coup, je crois que je lui dis un grand merci. Quel souvenir avez-vous gardé de votre père? Ouais, disons que c'est un petit peu anecdotique parce que je suis obligé de l'expliquer en 2 secondes en comorien. Parce que bon, moi j'ai travaillé pendant les vacances, je crois que c'était aux années 83, 84. J'ai eu un peu d'argent qui me permettait de demander à mon père de commencer à construire une maison dans la famille. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit? Mimi, njapatiwa nyumba, chatipatiwa ada. Donc, pour te dire que lui, il aimait beaucoup le Handa. Ce qui voulait dire, traduisons. Je ne sais pas. Donc, moi, c'est pas une maison qui est importante pour moi. L'important, c'est de faire le Handa. Donc voilà, bon, voilà, ça illustre vraiment combien il était vraiment très impliqué dans le mariage comorien. Et sur ce point-là, vous ne partagez pas son avis? Non, je ne partageais pas vraiment, parce qu'il faut au moins avoir un toit avant de penser au grand mariage. Après quelques années passées en France, vous avez la chance d'avoir un enfant. Votre fierté, vous dites. Racontez-nous ce moment. Disons que je suis installé à Lyon en 1985. J'ai connu la mère de mon fils. Mon fils, il s'appelle Adèle. Donc, à cette année-là, en 1986, je suis venu à Lyon en 1985. Et puis, j'ai connu sa maman en 1986. On est mariés. Donc, finalement, le petit, je l'ai eu en septembre 1987.
C'est le jour de sa naissance, le 13 septembre 87. Donc on habitait Vénissieux. Finalement, vers la fin de cette année-là, on est venu nous installer à Vanvelin, donc, où mon fils a commencé l'école. Donc, mais à l'âge de 4 ans, bon, ça arrive à presque toutes les familles. Comment peut-on décrire les émotions qu'on ressent à la naissance de votre enfant? Ah oui, j'ai ressenti du bonheur. J'ai senti à l'époque que j'avais une lourde charge déjà à porter. Parce que non seulement, moi, j'étais encore, disons, à l'école, hein, mais il y a eu un moment où il a fallu faire un choix. Hein, parce que, bon, la vie de famille dépendait de ce choix-là. Il fallait travailler, subvenir aux besoins. Donc là, et puis aussi, ma femme suivait de cours de styliste, il fallait encore payer, donc tout un tas de problèmes financiers qui ont surgi et qu'il fallait trouver une solution. Donc finalement, on est venu habiter Vanvelin, à la Grapinière, donc en octobre 88. Donc mon fils, il allait à l'école, et puis bon, moi à l'époque, c'était au chômage, j'avais une allocation d'insertion qui nous servait à la fois pour payer les études de ma concubine et puis subvenir un petit peu aux besoins de mon fils. Donc là, à l'âge de 4 ans, il est vrai que la famille s'est séparée, ça arrive à tout le monde, mais moi je n'ai jamais oublié mon fils. On était toujours présent. Et nous avons tissé des relations de père à fils qui étaient très, très fortes, donc qui nous ont permis de continuer encore aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie d'ailleurs. Vous avez une relation particulière avec votre fils. Vous dites que c'est votre fierté. Oui, parce que, non seulement il a été scolarisé, il a fréquenté l'école française, mais aussi il a fait l'école coranique ici en France. Il sait lire et écrire. C'est pas mal pour quelqu'un qui est né en France, qui est éloigné de son pays. Donc moi, franchement, je suis très fier de ça, qu'il puisse quand même aboutir. Donc il a poursuivi ses études, il a fréquenté le milieu du hand dans le sport. Donc il a progressé et continue encore ses études. Il a réussi. Il est maintenant en train de continuer toujours. Il travaille, mais en alternance avec son école. Est-ce que vous ne vivez pas votre réussite par procuration? Votre fils ne vous permet-il pas de réaliser à travers lui ce que vous n'avez pas réussi à faire? À travers mon fils aussi, voilà. Donc c'est la réussite, c'est ma vie. Et je l'aime beaucoup, ce garçon. Et tous les Comoriens qui me voyaient ici avec lui, tout le temps, on était tout le temps ensemble. Donc tout le monde me demandait, oh ton fils, moi j'ai dit, oui, attendez, il est quand même, il a grandi, il a pris ses responsabilités, on ne peut pas rester toujours côte à côte, hein. Il a quand même sa vie à faire et puis voilà. Des regrets? C'est certain, les regrets, c'est que je n'ai pas pu continuer avec sa mère parce que, bon, voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Bon, parce que, bon, sa maman, c'est quelqu'un de très gentil, et le fils aussi, et les liens que nous avons tissés tous ensemble, ça devrait se perpétuer. Est-ce un sujet tabou ou vous en parlez avec lui? Disons, il sait qu'on est éloigné, mais il sait aussi qu'on doit se retrouver tout le temps. Donc, moi, je l'appelle souvent, on se voit souvent. Pensez-vous que votre fils vous en veut? Il ne m'en veut pas parce que, bon, de temps en temps, je parle un peu avec lui. Hein. Et puis après, c'est quelqu'un de très compréhensif. Il a peut-être compris que je ne pouvais pas continuer la vie avec sa maman. Ce dont je regrette, mais bon, voilà. Maintenant, lui aussi, il a mis un pied dans cette vie-là, il sait ce que c'est, donc il peut faire la part des choses. Justement, parlant du fils, nous avons décidé de le faire venir, sans en parler à Mistoir.
Adel, le fils de Mistois, ne sait pas non plus pour quelle raison on le convoque. Alors Adel, qu'est-ce que tu sais de tout ça? Bah, je vois pas trop là. Enfin, vous m'avez convoqué ici, mais je vois pas trop ce qui va se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta tête? Tu te dis quoi? T'as un petit indice, non? Bah, j'imagine que ça doit être en rapport avec mon père. Mais bon, j'attends de voir. Très bien. Bon, on va pas trop faire durer le suspense, Adel. Ouais, Et on va te laisser découvrir tout ça. On va d'accord. te laisser avancer. Ok. Et puis, je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Adel. Oui. Bonjour papa. Ah bonjour Adèle. Comment vas-tu? Tu vas bien? Ça va? Oui, ça va. Ça marche? Ça va. Je savais pas que t'allais venir. Hein. Bah écoute, moi, on m'a contacté pour faire partie de ce documentaire et j'ai trouvé l'idée très très intéressante et ça me tenait à cœur de pouvoir participer. C'est nous qui avons décidé de vous faire venir, Adel. Nous avons compris qu'il n'était pas possible de parler de Mistois sans son fils. C'est pour cela que nous lui avons préparé cette surprise. Comment pouvez-vous, Adel, décrire les relations que vous entretenez avec votre père? Ben, c'est vrai qu'avec mon père, c'est une relation très très particulière. On est vraiment très proches et c'est vraiment très fort, quoi. C'est malgré peut-être tous les obstacles, c'est vrai il y a eu la séparation de mes parents quand j'ai eu 4 ans. Et c'est vrai qu'il a toujours fait en sorte de garder le contact avec moi. Et pour ça, c'est vrai que je le remercie parce que c'est vrai que quand on est jeune, on se rend pas vraiment compte vraiment de la vie. Et au fur et à mesure des années, je me rends compte que c'est hyper important et qu'il faut que je sois proche de lui. Une séparation des parents à 4 ans, c'est dur. C'est vrai que pas, tout de suite, on réalise pas parce que étant jeune, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment une bonne idée de ce qui se passe dans la vie. Et puis c'est vrai qu'après, par la suite, on se rend compte que finalement, les parents sont plus ensemble, qu'il faut faire les allers-retours, une fois aller voir le papa, une fois aller voir la maman. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est pas facile. Comment vous expliquiez-vous la séparation de vos parents, étant petit? Disons que c'est vrai que je pense que j'ai pas vraiment cherché à trop comprendre. C'est vrai que j'étais jeune et quelque part, c'est vrai, j'ai un peu subi. Et donc je me suis jamais dit, voilà, je vais en vouloir à mes parents. Tout ce que je voulais, c'était les voir. Bon, c'est vrai que j'étais plus chez ma mère, mais quand j'allais chez mon père, j'étais heureux. Que pensez-vous, Adel, du parcours de votre père? Pour moi, ce que ça dit, c'est que c'est pas facile en fait d'arriver comme ça en France et devoir s'adapter tout de suite à une vie en venant des Comores. La vie en France n'est pas du tout pareil. Et c'est vrai qu'il a fait face à pas mal d'obstacles, de péripéties. Et très clairement, moi, je vais même le dire, je suis fier de ce qu'il a fait parce que c'est énorme, quoi. Donc voilà, pour ça, je me rends compte que c'est pas simple et du coup, dans ma relation avec lui, ça m'aide parce qu'il y a eu aussi des moments, en étant honnête, ça n'a pas été toujours rose. Mais je me rends compte que c'est pas simple et ça m'aide dans ma relation avec lui. Avez-vous eu des moments de tension avec votre père? Disons qu'il y a eu des tensions parce que c'est vrai que à un moment donné, j'ai aussi voulu faire ma vie. J'ai pas mal de choses, d'activités dans ma vie. J'ai les études, j'ai le handball qui m'a pris énormément de temps. Donc forcément, après, il y a un peu d'éloignement, on se voit un peu moins. Et donc c'est vrai qu'après, pour les relations, c'est pas simple.
Mais bon, malgré ça, il a toujours fait les efforts, ça c'est vrai. Et pour ça, je l'en remercie. Vous arrivez à un âge où vous devez prendre le large. Il y a certainement une femme dans votre vie. Bah, c'est sûr que donc je suis avec ma copine là, depuis un petit moment. Donc c'est vrai que je me rends compte aussi des relations entre un homme et sa femme. Qu'est-ce qu'il en pense? J'espère qu'il est content pour moi. Je pense qu'il est content. Et c'est vrai que moi j'aimerais aussi que ma copine le connaisse plus. Parce que il y a des choses dans son vécu qu'elle a besoin de savoir. Et puis, Elle fait partie de ta vie, du coup? Elle fait vraiment partie de ma vie. Et c'est vrai que voilà, il faut qu'il y ait des relations aussi particulières entre elle et lui, pour aussi qu'elle puisse mieux me comprendre. Comment vivez-vous tout cela, Histoire? Votre fils qui s'éloigne, s'envole avec une femme qui de plus n'est pas comorienne. Elle n'est pas comorienne, mais... Moi, j'ai toujours su avoir de la tolérance et puis qui permet à mon fils d'assumer ses choix. Je n'ai pas vraiment à m'ingérer dans sa vie privée. Il la gère comme il l'entend. Donc, voilà, donc je ne peux pas avoir une préférence. Oui, mais en tant que père comorien, on a le devoir de faire l'Oanda au fils aîné, avec une comorienne. Mais disons que les choses ont changé, Cheikh. On ne peut pas toujours dire, voilà, j'aimerais que mon fils se marie à une comorienne. Les choses ont changé. Donc il faut laisser, moi en tout cas je suis libre, il faut laisser le choix aux enfants, quand ils grandissent, ils atteignent un certain âge, de pouvoir eux-mêmes choisir. Donc voilà, maintenant moi je fais le choix d'avoir une comorienne. Il a aussi le droit de faire son choix. Mais entre nous, on aurait aimé quand même que ce soit une... Je ne peux pas me prononcer. On n'arrivera pas à le prononcer. De toute façon, je pense que le plus important, à mon avis, c'est que j'oublie pas mes origines. Ça, c'est le plus important. Après, je pense que il faut être, à mon avis, tolérant. Parce que de toute façon, on voit bien ce que l'intolérance génère aujourd'hui dans notre monde, particulièrement en France. Donc moi, à mon avis, il faut des mélanges. C'est clair pour moi. Après, sans oublier nos origines, nos traditions. Dernièrement, j'ai revu des photos des Comores. Je suis en contact avec de la famille aux Comores. Et pour ça, je sais que quand je retournerai aux Comores, je serai chez moi, quoi, vraiment. Ce qui m'amène à la question suivante. Adèle, que pensez-vous du Oanda? Le Oanda, clairement, je suis du même avis que lui. Je pense que pour moi, c'est pas une bonne chose. Pour les Comores, tout simplement. Parce que dans la vie, de toute façon, les mariages, ça coûte de l'argent. Ça, c'est sûr. Après, moi, j'ai plus l'impression... Après, j'ai ma vision de français. Bon, c'est vrai que c'est facile à dire. Après, quand on est aux Comores, quand on a le poids des traditions, c'est sûr que quand on est baigné dedans, forcément, on doit suivre. Mais pour moi, le Oanda, j'ai plus l'impression que c'est à certains moments un peu un gaspillage. Et que pour moi, c'est l'aboutissement en soi, c'est qu'un homme puisse avoir une famille, puisse subvenir à ses besoins, aux besoins de sa femme, de ses enfants. Et ça, pour moi, c'est un honneur. Ça, c'est un grand honneur. Mais de là à mettre le mariage à ce niveau-là, avec tout cet argent qui est dépensé, voilà, moi, c'est mon avis, c'est mon avis.
Vous dites tous les deux avoir une relation particulière. Qu'est-ce qui rend votre relation si forte? Bah, c'est vrai qu'à part le sang, je pense que ça doit se voir, la ressemblance est frappante. Mais non, je pense que... je sais pas comment expliquer ça, je crois que c'est un lien d'un père à son fils. Ça se fait comme ça, c'est pas des choses qu'on explique. Et Quel souvenir fort de vous avez-vous gardé? Pour moi, je l'ai porté quand il était tout petit. On a fait le tour, tout Vendin, tout Lyon, étant toujours à mes côtés. Donc aussi, l'élever, ça crée des liens vraiment très forts. Déjà, de fils, un fils peut aussi devenir un ami. Donc moi, j'ai ce sentiment-là, que voilà, bon, le jour où il y a eu la séparation, j'ai vraiment pleuré, rien que pour lui, les relations que j'avais tissées avec lui. Bon, c'est un moment, bien entendu, mais fortement avec les liens que j'ai tissés avec Adèle. Donc voilà, tout simplement des liens de père à fils. moi, je me rappelle surtout toutes les petites anecdotes. C'est vrai que à chaque fois que je retournais voir mon père, c'était très fort, on a passé des bons moments. Je me rappelle quand j'étais petit qu'il me portait sur ses épaules tout le temps quand j'étais fatigué, quand on sortait. Donc c'est vrai que c'est des... Il me disait souvent j'ai mal au pied, c'est uniquement pour que je puisse le porter, quoi. Mal au pied. J'en ai abusé, c'est vrai. Qu'auriez-vous aimé refaire si vous aviez la chance de revenir en arrière? Tout simplement vivre ensemble. Vivre à ses côtés, à mes côtés, mais c'est pas une chose possible parce que il a pris son indépendance, ce qui est tout à fait normal, il vit sa vie, mais j'aurais bien vraiment vivre avec lui, souhaité vivre avec lui. Et vous, Adèle? Si vous pouviez appuyer sur un bouton pour refaire un épisode de votre vie, qu'auriez-vous fait? C'est vrai que j'aurais bien voulu que mes parents soient ensemble, je veux dire, parce que c'est surtout maintenant que j'y repense. Avant, j'étais enfant. Mais bon, moi, je suis pas trop comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut vivre dans le présent. Je crois que peut-être que s'ils avaient été ensemble, ça aurait été une autre vie. Peut-être que ça aurait été moins bien. Peut-être que... on ne sait pas. Donc, à mon avis, le mieux, c'est de profiter des instants présents et toujours aller de l'avant. Voilà, c'est tout. Et maintenant, l'avenir pour vous, c'est quoi? Moi, l'avenir, voilà, c'est... Disons, c'est un petit peu le rêve de retourner vivre aux Comores. Et c'est vrai que pour quelques années, bon, déjà, on atteint l'âge de la vieillesse. C'est sûr que tout ce que j'ai raté pendant 30 ans, puisque moi je suis là depuis 82, ce qui fait que j'ai presque 30 ans en France, j'aurais bien voulu vivre à côté de la famille, rattraper le temps perdu, leur donner l'éducation que j'ai eue ici aussi en France, leur inculquer, et surtout leur dire à la famille là-bas que l'avenir, il faut toujours travailler, parce qu'on n'avait pas cette notion avant de partir, on n'avait pas cette notion-là. Donc on a appris pas mal de choses ici en France, on voudrait quand même les transmettre à ceux qui sont là-bas. Voilà. Puis très clairement, pour moi, l'avenir, c'est déjà avoir mon diplôme. Donc je vais terminer l'école, j'espère être ingénieur bientôt. Et puis surtout, globalement, c'est vraiment, on va dire, rentabiliser les efforts qui ont été faits par mon père, tous les obstacles, et puis aussi par ma mère, c'est vraiment important. Pour moi, l'objectif, c'est d'avoir une meilleure vie qu'eux, parce qu'ils sont venus, quelque part, ils m'ont donné une chance.
Et pour ça, autant pour ma mère que mon père, c'est important que je rentabilise tout ce qu'ils ont fait. Alors, Mistoir, quand vous regardez votre vie, votre office, votre engagement associatif, quel bilan tirez-vous? Ouais, le bilan, il est toujours positif, même s'il y a des manquements par-ci par-là. Ce que j'aurais bien voulu, voilà, c'est donner l'exemple à nos enfants pour qu'ils puissent pérenniser la culture comorienne. Il y a certaines années où tout cela était bien organisé, était bien structuré. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup plutôt d'associations qui ne veulent plus s'impliquer dedans, alors que c'est une grande erreur. Donc pour nos enfants, pour qu'ils puissent avoir leur place demain dans la société dans les sociétés à la fois plutôt françaises et comoriennes, il faut qu'ils s'impliquent davantage. Merci Mistoir d'avoir été notre invité et à bientôt.